Les premiers sides arrivent sur la piste. Ils vont découvrir que le Dakar en sidecar, c'est comme l'Everest à bicyclette. La course a changé de dimension. Sur sa grosse BMW d'usine, Hubert Auriol montre la voie de l'avenir. Il a pris 3 heures dans le désert à tous ses adversaires grâce à une machine plus puissante et un meilleur sens du terrain. Auriol ne va pas tarder à devenir Hubert l'Africain, un des grands héros du Dakar. Le fleuve, tu arrives au Sénégal, tu vas, tu prends sur la droite, tu vas dans le bled, tu iras, tu vas chez les flics, tu fais tamponner ton passeport, ils te donnent un passe avant pour la moto, et tu files après sur Bakel, tu as 1 heure pour la Bakel. Mais il est difficile de savoir prendre son temps quand la fatigue embrouille les idées. Les motards savent le vrai poids de la piste. Hubert Auriol remporte sa première grande victoire et fait la couverture des magazines avec René Medge et Bernard Giroux, vainqueurs en auto sur leur Range Rover prototype. Le Dakar est entré dans les rêves de tous ceux qui restent en imaginant qu'ils vont partir un jour. Tout est en place pour que le 4e rallye Paris-Alger-Dakar occupe la scène 3 semaines durant. L'épreuve est plus longue, 11 000 km, plus dure, plus célèbre, plus contestée que jamais également. Elle part de la place de la Concorde et les vedettes s'y précipitent. Thierry Sabine a coupé sa barbe, mais il a trouvé d'autres signes de ralliement. Une tenue éclatante et un hélicoptère. Un certain nombre d'hélicos. Il y a un hélico de direction de course dans lequel je suis, qui est l'hélico bleu, et un hélico d'évacuation sanitaire qui est à l'ouest, petit hélicoptère blanc, qui n'est pas celui qui est derrière moi. Celui qui est là, c'est un hélicoptère de prise de vue. Départ quelle heure alors? Dans l'ordre du classement, inverse pour les motos, normal pour les voitures. Allez, ok, à ce soir. Mais la merde, il va taper. Ah, je suis obligé de... La course de 1982 réunit tous les ingrédients qui vont faire du Dakar un événement unique au monde. Sur la piste, la lutte est plus âpre. Les grandes écuries comme Mercedes sont débarquées en force et la bagarre solitaire des frères Marot sur leur Renault 20 Proto prend valeur de symbole, tandis que le rythme ne cesse de s'accélérer dans des étapes de plus en plus difficiles. La notoriété du Dakar se construit aussi sur les polémiques après les premiers accidents graves. Il y a aussi les recherches pour retrouver le fils de Margaret Thatcher perdu en Algérie, les pénalités infligées puis retirées aux favoris à Gao. Mais comme toujours, c'est sur la piste et seulement sur la piste que s'écrit le Dakar. Et les frères Marot savent y bâtir leur victoire. Thierry Sabine a gagné. Il a gardé in extremis le contrôle de son rallye. Il sort plus fort de l'épreuve, plus sûr de lui que jamais.
Le créateur de la Transat des Sables est devenu un autre homme qui ne cesse de réfléchir pour imaginer comment aller plus loin. L'esprit de compétition, c'est à mon avis une notion moderne, et ça je l'ai. Par contre, l'esprit d'expédition, comme Citroën l'avait, mais ça je veux maintenant le placer en avant. Alors qu'il y a quelques années, je plaçais l'esprit de compétition avant l'esprit d'expédition. Mais j'ai appris petit à petit, puis on ne naît pas en plein Paris aventurier, hein, c'est pas vrai. On le devient en apprenant et en voulant le devenir. C'est une école comme une autre. Et c'est une école à l'échelle humaine. On apprend en écoutant les gens. En 1983, Thierry Sabine a inauguré ses parties de bras de fer avec l'Algérie et il a obtenu à l'arraché l'autorisation d'y débarquer. Le 5e Paris-Dakar, qui traverse Alger, est devenu une colonne mécanique impressionnante, avec une logistique quasi militaire, lancée sur un parcours toujours plus long à travers des déserts oubliés. Jamais l'escadron des motards n'a dégagé une telle impression de puissance. Les machines d'usine conçues dans le désert pour le désert sont taillées pour avaler d'un coup des centaines de kilomètres de sable. Les étapes se succèdent, rapides ou cassantes, toujours sans répit. Le Dakar s'enfonce dans les paysages grandioses du Tassili. Mais les pilotes n'ont même plus le temps de les voir. Et puis à mi-parcours, le désert se fâche. L'Harmattan, le grand vent d'Est, se lève en tempête. Il engloutit le Dakar au milieu du terrible Ténéré. L'arbre du Ténéré ressemble à un phare au milieu de la tourmente. Un phare que l'on quitte à regret. Des concurrents s'égarent. D'autres s'écrasent au bas des dunes invisibles. C'est paumé, on a sauté des dunes. Enfin, on est arrivé de jour. Alors c'est le principal. On est là, on est content. Alors, à Agadez, les rescapés savourent leur soulagement.
pleine sortie du désert, la caravane du Dakar doit traverser le Sahel au cours d'une interminable étape de 2300 km à travers le Niger, la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire. Hubert Auriol en profite pour s'imposer. Fatigué, quand même. C'est dur? Bon, c'est surtout... quand on se dit qu'on a 2300 bornes, ça paraît fou, et puis en fait, on arrive au bout, mais c'est les derniers 100 km qui sont longs. On a l'impression qu'on n'arrivera jamais au bout. Et pourtant, un jour, dans les brisants de Tiogoun, le bout de la course est là. Jacques X et Claude Brasseur remportent leur première victoire. Et Hubert Auriol devient la star des motards. Ça, super maintenant. Impeccable. Absolument merveilleux. Pour une fois, t'es grave à plein. Cette notion de défi, c'est une notion européenne. Et c'est une notion qu'il ne faut en aucun cas imposer au pays que l'on traverse. Parce qu'ici, je me considère comme un invité, parce que j'ai demandé à venir et on m'a accepté. Mais j'ai un très grand respect pour les hommes des pays que nous traversons. Et pour moi, ça c'est ce qui est le plus important et ce qui est de loin le plus motivant. Parce qu'il y a une espèce de complicité qui naît entre nous. Et j'ai proposé ce que je voulais faire et on l'a également accepté. Et s'il m'accepte, le plus sobrement possible, eh bien de faire une piste, de faire un axe et puis de le baliser. C'est des clins d'yeux, mais on se comprend. En 1984, le Dakar va encore plus loin, encore plus fort, encore plus vite. Les prototypes bourrés de chevaux avalent le désert à 200 km/h. Les Porsche, Mercedes, Lada et autres rovers s'affrontent sans répit. Et le monstre bicéphale du Hollandais Jan de Rooij fait trembler